Alors écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de Pecha Kucha. Je vais vous expliquer le format. On attend juste quelqu'un qui arrive dans l'allée tranquillement, là. Oui. Attends. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Pepper. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour vous parler de ce que ça fait de vivre un Pecha Kucha. Ce soir, vous allez voir 8 conférenciers exceptionnels qui vont tout donner dans cet exercice acrobatique de présentation. Je vous explique. Ils doivent présenter 18 diapositives de 20 secondes chacune pour vous transmettre un message important. Il y aura un bref battement entre les présentations. Un battement à la Usain Bolt entre les présentations. Tout à sport que ce Pecha Kucha. Le Pecha Kucha apporte donc une contrainte rhétorique, orale et visuelle, qui fait contraste avec certaines présentations, parfois interminables et ternes. En effet, ce format impose de l'éloquence, un sens de la narration, du rythme, de la concision, tout autant que de l'expression graphique. Le Pecha Kucha apparaît comme une intéressante solution de rechange aux présentations plus traditionnelles. Comme nous sommes au sommet du numérique, c'était l'occasion d'innover. De plus, les présentations portent toutes sur un thème différent, plus facile ainsi de passer un message de façon éloquente. Alors, ce que Pepper vous a dit, c'est que vous allez assister à une séance de Pecha Kucha. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous l'explique rapidement. Donc, on a un comité sur le sommet et je voulais remercier d'abord les membres de ce comité, Benoît Petit, Carl Parent, Marie-Claude Gauthier, Normand Brodeur, François Guité, Marc-André Girard, Christine Jost, Michel Sarrazin. Michel, est-ce que tu es là? Non, hein? Ben non, voilà. On a Pierre Gagnon, on a Sébastien Stas, on avait Julien Bugman et Steve Morissette et Claude Frenette. Et donc, on a réfléchi lors de 2 soupers agréables à ce qu'on pouvait faire de nouveau dans le sommet. Et l'idée du Pecha Kucha est sortie lors d'une de ces rencontres. Alors, merci à ce comité. La qualité des présentations et les nouveautés qu'on a au sommet, c'est grâce à eux. Alors, une main d'applaudissement pour toutes ces personnes. Alors, Pecha Kucha, c'est un mot japonais qui veut dire bavardage. Et je les remercie aussi de se prêter à l'exercice. Si vous allez voir sur Internet, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, mais souvent on vous dit que c'est 20 diapos avec 20 secondes chacune. Mais nous ici, comme on a une contrainte de temps, c'est 18 diapos avec 20 secondes chacune, pour un total de 6 minutes par personne. J'aimerais remercier également Frédéric pour la magnifique caricature qu'il a mise sur Twitter. Frédéric, est-ce que tu es ici? Non? Non? Oui? On verra peut-être. Donc, pour la magnifique. Et donc, on a 8 conférenciers. Jacques, qui va commencer, Marie-Claude, 2e, Pierre, 3e, Marie-André, 4e, Quentin, qui nous arrive de France. On l'applaudit parce que son épouse vient de donner naissance à leur premier enfant. Il est quand même venu ici. Alors, en vérité, je fais mon mea culpa. J'étais certain qu'il ne viendrait pas avec son premier bébé. Et donc, je me suis dit, vous aurez tous 20 diapos chacun. Mais quand il m'a dit qu'il venait, j'ai enlevé 2 diapos à chaque personne. Et puis voilà. Alors, merci Quentin. On a Chantal Rivard qui va être là aussi. Qui est là, pardon. Benoît, Normand Brodeur. Et pour illustrer un peu le stress que chacun a vécu, je me suis permis de mettre quelques captures d'écran que j'ai trouvées sur les réseaux sociaux. Et puis, comme ce n'était pas mis en message privé, on a le droit. Il y a François Guité qui a dit que c'est que le Pecha Kucha est un exercice solitaire plutôt que collaboratif, une exposition un peu masochiste au jugement d'un auditoire passif. Alors, j'espère que vous ne serez pas passif. François, merci pour ce commentaire. Notre premier présentateur à qui je vais prêter le micro dans quelques instants, c'est Jacques. Et Jacques, ce qu'il a dit, c'est quoi? Dans 2 jours, j'ouvrirai le bal des présentations Pecha Kucha au sommet. Disons que le stress est là. Développement professionnel. Alors, juste avant de te céder la parole, je dois
Parce qu'ils m'ont dit, si on ne peut pas voir la vidéo, Thierry, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, c'est vrai. Alors là, je dois jouer dans les préférences système en espérant que ça fonctionne tout de suite. Ça va fonctionner. Avec tous les experts en numérique qu'on a ici, si ça ne fonctionne pas, là, on a du mal. Donc, Jacques, avant de te céder la parole, juste avant de te céder la parole, je dois brancher mon ordinateur. Parce que dans beaucoup de domaines, avant de faire des... C'est une présentation spectacle, mais c'est quand même un message important. Chaque conférencier vous parle d'un thème qui lui tient à cœur. Dans d'autres contextes, le Pecha Kucha porte toujours sur le même thème. Là, on s'est dit collectivement que tout le monde qui va parler du même thème, ça risque d'être plate un peu. Alors, Quentin, c'est le seul qui était en France. Donc, lui, il avait l'idée du thème principal. C'est le seul qui l'a gardé, c'est parfait. Tous les autres ont pris d'autres thèmes. Alors, voilà. Donc, avant de vous présenter, j'ai... Est-ce que le son de mon ordinateur fonctionne, monsieur le technicien? On peut même être plus fort un peu. Ça dure 10 secondes. Nuancer les contradictions pour le développement. Nuancer les contradictions, c'est tout à fait l'inverse que je fais ici. Parce que j'ai juste 20 secondes. Je ne peux pas nuancer mon propos. Par contre, l'importance de nuancer, on va en faire quelques-unes des contradictions qu'on voit en éducation. Qu'elles soient pédagogiques, qu'elles soient de système, qu'on parle de numérique, qu'on parle de... Bon, ben voilà. Donc, tout ça, c'est que le Pecha Kucha nous permet de sortir de notre zone de confort. Le développement professionnel aussi, la formation continue. Bon, évidemment, on prend un grand saut. On sait que la profession est complexe. On saute. Mais il y en a qui préfèrent rester dans leur zone de confort. Si on peut les amener avec nous, pourquoi pas? Peut-être avec un parachute, ça pourrait aider. Bon, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est resté pareil? Une première contradiction. Regardez les médias sociaux. Ah, les médias sociaux, ça a complètement transformé notre rapport. Oui, oui, au milieu, la flèche jaune, c'est un bâton à autoportrait, circa 1910. Et puis, par contre, en haut à gauche, c'est une formation continue à cette époque-là. Il me semble que ça ressemble un peu à... Mais on est ici au sommet 2018. Une autre contradiction qui m'agace, pas de cellulaire, le procès des technologies, pas de médias sociaux, pas de distraction. Pareil comme les petits papiers et les avions qu'on circulait, nous, dans le temps qu'on n'avait pas ces technologies-là. Est-ce qu'on peut nuancer un peu plus au lieu de bloquer? Pensons à éduquer davantage au lieu de bloquer. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des êtres humains sont connectés à l'Internet. Et regardez, le mobile, 2 humains sur 3 sont des utilisateurs du mobile et 2 tiers de ceux-ci sont actifs sur les médias sociaux. Que fait l'autre humain? Que fait l'autre humain? Là, j'attends pour voir. Il est prof au secondaire. J'ai des données probantes. Allez lire Stockman, UQAM. 1 prof sur 3 disent aucun. C'est 14% au primaire. Ils disent aucun, là, pas du tout. Bon, donc le besoin d'accompagnement et de formation demeure important. Une autre qui m'agace, compétences versus contenu disciplinaire. Lâchez-nous avec ça. Michel, tu l'as dit, la vie n'est pas un jardin de silos. Hein? Regardez les médias, il y a des perceptions erronées médiatiques. On met fin, on scrape. Non, non, ce sont de nouveaux rapports au savoir. Ce n'est pas l'un versus l'autre, c'est l'un et l'autre. Un autre que j'ai vu cette semaine, Hattie versus Dweck. Wow! Combat des chefs ici, pas à peu près. Où est-ce que on disait que le growth mindset est appliqué d'une manière hasardeuse et que ce n'est pas un état général. Allez lire l'article qu'il y a derrière ça. Il nuançait. Faire fonctionner quelque chose comme un robot de même, c'est pas ce temps-là que tu vas t'amuser à essayer autrement. Ça coûte 20 000 $ l'appareil. Le ministre le dit lui-même. Il y a des changements importants à apporter. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Something in the air, chantait Phil Collins. Donc, il y a maintenant à revoir, et on le voit. Le sommet ici, regardez la variété des ateliers, que ce soit ensemble, en tout cas, ça change. Par contre, il y a des endroits que ça va moins vite. La vitesse est variable.
Quelle sorte de personnage BD êtes-vous? Quelle sorte d'animal êtes-vous? Hein? On se calme, ça va bien trop vite, les changements. Mais pas assez vite, la diapo. Voilà. Morpheus vous offrait la pilule rouge ou la pilule bleue. Ici, on vous disait, puis je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous êtes ici au sommet, que le temps des formations ennuyantes, c'est terminé. Je cherchais la photo du gars comme assis comme vous qui dormait. Je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Elles peuvent être autre chose. Mais dans tous les cas, comme apprenant, on arrive là avec l'esprit comme un parachute, ça fonctionne mieux quand c'est ouvert. Et, comme on disait tout à l'heure, la vie n'est pas un jardin de silos, donc un rapport beaucoup plus complexe. Et avec ça, viser un phare, mais il va toujours continuer à se déplacer. Faisons attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et au travers de tout ça, l'enseignant en formation continue, il faut prendre soin de son affectif. C'est un être humain lui aussi, comme avec nos élèves. Hein, l'importance de valoriser, l'importance de reconnaître, formel, informel, autrement. Parce que le sentiment d'efficacité, les gens de Paul Jarry, vous entendais parler de sentiment de compétence, c'est la même chose pour les profs. Comment le faire? Une variété de moyens. On va prendre une marche, allez voir dans votre école, tapez Learning Walks, vous allez voir, c'est merveilleux, vous pourriez faire ça chez vous, vous pourriez aller ailleurs, venir au sommet, aller à Paul Jarry, aller à Claire. Regardez la question, qu'est-ce qui est exportable dans mon milieu? Qu'est-ce qu'on fait lundi matin? Parce que le meilleur enseignant est aussi un élève. Il faut apprendre à démystifier la formation continue. Il y a trop de variétés, parce qu'au travers de ça, il y a des occasions d'expérimenter, de grandir, de discerner, faire des liens, connecter, humains et aussi numériques, et aussi savoir. Parce que nous sommes tous des êtres en mode bêta perpétuel. On n'arrivera jamais à la version 1.0 de l'enseignant. On est 0.99, 0.9991, 0.9992. Nous sommes en mode bêta perpétuel. Je trouve que c'est une belle idée pour un tatouage en haut ici. En tout cas, on verra. Et je termine un message pour les nouveaux enseignants qui se lancent dans la profession. Okay? On a des perceptions que c'est terrifiant. Dans certains cas, malheureusement, ça l'est encore un peu. Par contre, les gens en milieu pour accompagner ces gens-là, les mentors, les accompagnateurs, les CP, les directions, les autres profs, hein, invitez-les ben voilà, c'est ça. Merci. Merci infiniment, Jacques. Merci d'avoir accepté d'ouvrir le bal, de briser la glace. Je pense que vous allez pouvoir jouer à la chaise musicale. Vous allez pouvoir jouer à la chaise musicale. Alors, on a une prochaine présentation avec Marie-Claude Gauthier, conseillère pédagogique au Collège Jean-Eudes. Et sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, hein, c'est terrible. Fier de participer au Pechakucha au sommet 2018, le 3 mai à 17h. Stressantes les présentations orales. Chers élèves, je compatis, fébrilité. Alors... Arcade Fire, qui est un groupe montréalais pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Marie-Claude, c'est parti. Ouf. Collaborer. J'ai failli écrire « collaborer au 21e siècle », mais je ne suis plus capable d'entendre ça, « 21e siècle ». Est-ce qu'on va finir par arrêter de le nommer notre 21e siècle? Parce que ça a l'air bien loin. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est se concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il paraît que c'est très cool de collaborer. Par contre, quand je questionne mes élèves, moi, à l'école, ce qui ressort, c'est que collaborer, c'est des projets scolaires. Puis c'est donc bien stressant de collaborer. Puis on n'est donc bien pas organisé pour collaborer. Qui nous enseigne à collaborer? Personne. Alors, on les questionne encore, ils nous disent, les profs, là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils nous demandent? Est-ce qu'ils ne sont pas tannés de nous demander de faire des projets en devoir parce qu'ils se trouvent bien innovants, les profs, là, mais ils nous donnent l'enseignement magistral en classe, puis tu sais, les projets, la collaboration. Faites ça chez vous. Vous êtes équipés, vous avez des plateformes et tout. Débrouillez-vous. Alors, est-ce qu'il serait peut-être pas temps qu'on réfléchisse aux conditions à mettre en place pour faire de la collaboration? Genre planification serrée, leur donner une intention, genre qui se rendent compte pourquoi ils vont collaborer. Un défi intellectuel, là, genre, parce qu'à un moment donné, je veux bien, mais faire des exercices côte à côte, c'est peut-être pas assez pour collaborer. Et surtout, est-ce qu'on réfléchit à
à comment on les regroupe. Ça, c'est mon petit dada là, depuis 1 an. C'est-à-dire, on va arrêter à un moment donné de les mettre en position de tutorat. Les forts avec les faibles. Alors, les faibles font comme passivité numérique. Les forts sont frustrés à mort parce qu'ils font tout puis ils ont 90, tout le monde a 90. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas les unir sur leur niveau d'engagement? Pas juste les notes, pas juste les liens affectifs, mais leur désir de participer à la tâche. Participer à la tâche pour dire « je vais enfin me mobiliser à la hauteur de mon envie ». Et pour ça, on a plein de plateformes pour les questionner, les élèves, Google Forms. Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes objectifs de dépassement? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton apprentissage? Est-ce que tu veux te dépasser assez pour qu'on puisse ensemble en profiter? Regardez l'horaire, là. Des élèves faibles qui ne s'étaient jamais mobilisés de leur vie. Et là, tout à coup, sont ensemble, 2 démobilisés. Ils sont obligés de devenir des leaders à un moment donné. On voit sortir ça des élèves qu'on met ensemble qui sont obligés de se mobiliser. Ils vont se mobiliser aussi quand on va leur donner un défi. Je donne des exemples. Je suis prof de français. Que représentent les symboles dans une pièce sur une page couverture d'un incendie de Ouajdi-Mouad? Croyez-moi que c'est un beau défi. Puis on a besoin d'avoir 4 têtes pour régler ça. Mais il faut surtout, dans un cas comme celui-là, avoir lu la pièce de Ouajdi-Mouad en premier. Parce qu'on dit souvent que pour que la collaboration fonctionne bien, il faut de l'interdépendance entre les élèves. Mais pour qu'il y ait une interdépendance, il faut de l'engagement, je l'ai dit tantôt, mais il faut aussi et surtout que tout le monde prenne sa responsabilité, qu'il travaille en amont, qu'il n'arrive pas comme eux, parce que de l'interdépendance, il n'y en aura pas, puis il va y avoir de la frustration. Alors, la responsabilité individuelle, on veut quoi? On veut savoir est-ce qu'ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Est-ce qu'ils ont lu? Est-ce qu'ils ont retenu les connaissances qu'on leur a enseignées? Est-ce qu'ils ont fait toutes les recherches demandées pour pouvoir peut-être passer à un autre niveau après? Est-ce qu'on peut régler la question, la mémorisation, les connaissances? Et là, pour ça, là, avant, on n'avait peut-être pas beaucoup d'outils, mais là, je m'excuse, mais on n'a plus d'excuses. On a des quiz qui nous donnent des résultats en temps réel, qui peuvent nous dire tout de suite, maintenant, est-ce que l'élève a fait ce qui était demandé pour avoir le privilège, parce que j'appelle ça un privilège, de travailler en collaboration avec d'autres élèves qui sont engagés. Après qu'on ait mesuré tout ça, là, la réelle collaboration peut commencer. Tout le monde a fait ce qu'il avait à faire, donc on peut leur proposer on peut monter dans la taxonomie de Bloom. On va la nommer la taxonomie de Bloom, jusqu'à la créativité. On peut leur faire une fusée, tout ce que vous voulez, mais au moins, ils auront les connaissances de base pour y arriver. Puis ils vont pouvoir laisser des traces, des traces numériques, pouvoir savoir ce que l'autre a fait. Puis le prof, il a accès au travail de ses élèves. Il peut leur donner de la rétroaction. Juste pour dire comme ça qu'ils ne vont pas se ramasser après 20 heures de travail avec un 50 % parce que finalement, personne ne leur a dit en cours de processus qui était dans le champ. Alors, avec les outils qu'on a, on peut arriver à ça. Et avec les outils qu'on a, on peut aussi même permettre aux élèves de donner de la rétroaction en cours de route, puis de leur dire « Hey, ça ne va pas, mon gars, là, si tu continues comme ça, on va avoir 50. » On peut les filmer, les enregistrer, on a tout ça dans notre poche en arrière. Le problème, c'est que dans le contexte scolaire hyper connecté, là, on se demande, ils vont tricher, ils vont plagier, là, c'est la panique dans les écoles. Quand est-ce qu'on stoppe la collaboration? Puis j'ai trouvé le mot « stopper » parce que stopper, ça veut dire arrêter quelqu'un ou quelque chose en mouvement. C'est un peu ça, hein, quand on est en collaboration, on est en mouvement. C'est difficile de stopper le train. Les élèves, ils se posent des questions. Là. Moi, ça fait 1 an qu'ils travaillent en collaboration. Sommatif, pourquoi là, je ne peux plus poser de questions? Tout à coup, c'est fini. C'est fini ça, il faut que je m'isole, il faut que je sache tout seul. Ils sont un peu déstabilisés. Alors moi, je me suis dit, je vais retourner dans mes notes. Je suis allée retourner à la source en lisant Vygotsky. Vygotsky, en 1934, dans la logique du concept de zone proximale de développement, grâce à la collaboration, l'élève peut dépasser un stade de développement déjà atteint pour accéder à un stade de développement supérieur. En d'autres mots, ce qu'il peut faire aujourd'hui avec autrui, il va le faire tout seul, autonome, demain. Mais le concept d'autonomie, aujourd'hui, dans notre monde moderne, d'être tout isolé, tout seul, peut-être que c'est en train d'évoluer. Quel type d'élève on veut dans notre classe? Ça, je pense que c'est la question qu'on veut se demander. L'espèce d'équilibre entre les connaissances, le bagage culturel, le vocabulaire de haut niveau, l'ouverture, l'écoute, la curiosité. Parce que moi, je veux que mes élèves soient capables de répondre à des questions, mais je veux surtout qu'ils soient capables de remettre le monde en question. Merci. Un grand merci à Marie-Claude. Collaborer dès aujourd'hui, ne pas attendre le 21e siècle. Il y a des écoles qui attendent depuis trop longtemps. Pierre.
Pierre, quand il préparait son pechakucha, on a découvert quel type de café il prenait. Ce n'est pas 2 lattés, c'est un latte devant un miroir. Donc, j'ai conclu qu'il travaillait devant un miroir à l'ordinateur. Non, c'était 2. C'était 2? C'était 2. Alors, Pierre, bonne chance. Écoutez, moi, aujourd'hui, j'ai le goût de parler de ce que j'ai vécu avec l'arrivée des technologies dans ma vie. OK? Puis j'imagine que certains d'entre vous ont vécu ça, vivent encore ça, et même certains de vos collègues n'ont pas encore vécu. Non, mais c'est clair qu'à un moment donné, ça arrive dans une vie. OK? Vous allez voir, là, on va partir de loin et de très loin. Pour les plus jeunes, je suis désolé, mais vous ne reconnaîtrez pas le VIC-20 que j'ai eu une fois chez moi. Oui, c'était une cassette. Pour les plus jeunes, vous ne savez pas c'est quoi des cassettes. Tout ce qu'on faisait, c'était jouer. Moi, ça, c'est le souvenir que j'ai. Au secondaire, j'avais pris un petit cours de programmation. Puis au cégep, là, en cours libre, j'avais pris un cours de pitonnage. Je voulais avoir la méthode. OK? Là, à l'université, le Super Classique 2, qui a coûté 2000 $ à l'époque, qui coûte encore 2000 $ aujourd'hui, on s'entend là-dessus. Hein, non, il y a des choses qui ne changent pas, vous allez voir. Et je ne me souviens pas d'avoir fait autre chose que du texte. Mais là, je pitonnais en Simonac. Non, mais j'avais même pris le contrat dans mes travaux d'équipe. Dans la profession, je suis arrivé en 2002, j'ai eu une première vie, là. Il y avait des laboratoires, puis on avait ce genre de mastodonte dans les laboratoires. Puis là, on faisait du texte, puis des PowerPoint, du texte. Puis à un moment donné, il y a un élève qui dit « Monsieur Pierre, comment je fais l'accent grave? » Fait que là, je me suis dit, OK, c'est pas comme un papier. Là. On arrive avec des questions que je n'avais pas avant. Puis à un moment donné, je sais pas, j'ai essayé de me souvenir comment l'Internet était arrivé chez nous, dans ma vie. Je n'ai pas été capable je ne me souviens pas. Puis là, je me suis dit, my God, le monde va changer. On passait des heures là-dessus à regarder plein d'affaires qui n'étaient pas accessibles avant. J'ai dit, OK, là, il y a une certaine ouverture sur le monde. Je vais vous conter déjà, j'ai déjà enseigné en 3e année. Puis à un moment donné, une petite fille. Écoute, on était dans un musée. La guide a dit, vous savez, quand j'étais jeune, il n'y avait pas d'ordi dans les classes. La petite fille, elle lève la main, elle dit, mais comment vous faisiez vos recherches? J'ai fait, oh my God, le monde vient de changer. Et là, il y a des choses qui rentrent dans mon école puis dans ma vie professionnelle, comme par exemple l'Internet. OK? Puis des petits gars puis des petites filles qui n'ont pas enregistré le travail avant de fermer. Monsieur, une page, une lettre à la fois. Comment on fait? Et il y avait des bugs. On s'entend que là, tout d'un coup, j'avais pas ça avant, ces affaires-là, moi. Mais là, il a fallu que je me fasse aider un peu. Et j'ai découvert le truc off-on. Off, on. Et savez-vous quoi? Ça marche encore aujourd'hui, ce truc-là. Il y a des choses qui ne changent pas. OK? Et pour ceux et celles qui n'enregistraient pas avant, qui avaient oublié, mais aujourd'hui, évidemment, on a des outils en ligne qui s'enregistrent automatiques. OK? À un moment donné, écoute, je vois arriver des sites Internet, des blogs de profs, des groupes Facebook, des gens qui partagent ce qu'ils font en classe. Et là, la chienne me pogne. Je ne fais pas ça, moi. Je ne fais pas ça. Et là, attends, ces bidules-là arrivent aussi. Une multitude d'applications. Quand je commence à être bon avec une application, Carl Parent en sort une autre. Prenez celle-là, elle est meilleure. Non, Carl, je commence à être bon. Je me sens pas bien. Il y a des applications payantes. Je fais payer ça par qui? Pire encore, les gens commencent à collaborer ensemble. Comment je peux faire partie de cette clique-là? Je suis chez moi. J'ose pas. Puis là, c'est même la face que j'ai. Là. C'est ça que j'ai. Là, on est en 2018. Évidemment, cette face-là, moi, je l'ai faite il y a quelques années. OK? Certains d'entre vous, vous êtes rendus là aujourd'hui, ça suffit. Certains de vos collègues sont rendus là et vous pourrez leur dire, ça suffit. Présentez-leur ma présentation, ça va vous passer comme du beurre dans le poêle, OK? Donc, là, ce que je vais faire, je vais donner quelques trucs pour être capable de lâcher prise. Premier truc, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Ayez confiance, ayez confiance, ayez confiance. On dit à nos élèves, tout est possible, mon grand, mais moi, ça ne me tente pas que tout soit possible. Ça ne peut pas marcher. Soyons des exemples, OK? On a le droit à l'erreur. Deuxième truc, il
Il faut être notre propre élève. On se met en position d'apprendre des affaires. C'est tout. OK? C'est juste ça. Commençons à demander. Lorsqu'on demande, il faut être aussi capable de recevoir des choses. Ce n'est pas évident comme prof, ça, recevoir. Hein? On a de la misère avec ce principe-là. Puis là, il faut aussi être capable de remettre notre apprentissage dans les mains de nos collègues, virtuels ou non. Mais j'ai décidé de mettre ça dans les mains de mes élèves. Puis peut-être qu'ils aimeraient ça, l'école. Si des fois, on leur demandait « Hey, t'es bon dans quoi? » Moi, je la connais, cette application-là, monsieur. Je l'aurais faite. Je n'ai pas le temps, mais on va le refaire une autre fois. Alors, venez me voir après. OK? Là, ce qu'il faut faire, c'est faire un pas à la fois. On choisit un projet, le monsieur l'a dit ce matin. On choisit une application. OK? Et là, écoutez, là, il y a à peu près entre 50 000 et 100 000 nouvelles applications qui sortent par mois. Il faut en choisir une, puis on ne peut pas être bon dans tout. Il faut toujours aussi avoir un plan B. Des fois, quand ça bug, on n'aime pas ça. Alors, là, on va essayer un projet 1. Là, ça marche. On est fiers, puis on célèbre. Là, on va aller plus loin un peu. Projet 2. T'sais. De temps en temps, on a des années un petit peu plus difficiles. Pour n'importe quelle raison. Est-ce qu'on a le droit de revenir juste au projet 1? Il n'y a personne qui le sait pour nous autres, là. On peut revenir au projet 1. Et s'il vous plaît, soyez ce que vous voulez que vos élèves soient. Vous n'êtes pas parfait. Vous ne connaîtrez pas tout. Je suis désolé de vous le dire, là. OK? Et avec le numérique, là, il ne s'agit pas de prédire l'avenir. Il s'agit de le rendre possible aujourd'hui. Avec le numérique, essayez pas de prédire votre avenir. Soyez possible aujourd'hui. Merci. Un grand merci, Pierre. « 6 minutes et demie éprouvantes, hein? Ça change de chaise en plus. Prochaine présentatrice, Marie-André Croteau. Marie-André, elle va nous parler de filles et du numérique. Et Marie-André, de quel bâtiment s'agit-il? Je vous donne des indices. Ça se trouve en Espagne. Est-ce que ça commence par S, le nom du bâtiment? Je vous invite à chercher ça sur Google, vous verrez. Est-ce qu'il y en a qui Faites le que savent? le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Alors, c'est ce que j'ai trouvé sur mon profil. C'est la Sagrada Familia. 6 minutes pour vous convaincre. Oui, si le numérique se développe, je vais pouvoir avoir un robot pour faire le travail à ma place et me reposer, relaxer. Ce sont les propos d'une élève de 4e secondaire que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps. Elle faisait partie d'un débat et elle était pour le numérique. Est-ce qu'on s'entend que c'est beaucoup plus que des robots? En fait, je m'appelle Marie-André Croteau, comme l'a dit Thierry, et on dit que je suis une geekette parce que j'adhère de plus en plus au format numérique dans mes pratiques quotidiennes. Comme le disait Pierre, ça fait partie de ma vie, effectivement. Et je suis convaincue qu'il faut plus de filles dans ce domaine-là pour un meilleur équilibre de la société et de l'éducation. Donc, laissez-moi vous convaincre. Déjà en 2008, l'UNESCO nous disait qu'il fallait revoir nos méthodes pédagogiques pour nous assurer que nos élèves puissent faire leur place dans le marché du travail. Aujourd'hui, on parlait de compétences du 21e. Je m'excuse, Marie-Claude. Aujourd'hui, on parle même du fait que le numérique serait la 4e révolution industrielle. C'est beau, ça? Qui dit révolution dit impact, influence sur la société. Donc, si on veut avoir une influence, il faut que ça vienne autant des hommes que des femmes, n'est-ce pas? La mixité va être essentielle. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes dans le domaine, donc plus de femmes, pour nous assurer que quand on pense l'avenir ou le présent, quand on bâtit des solutions pour l'avenir ou le présent, ça vienne de tout le monde, parce qu'on a une touche différente. Là, je m'excuse, je ne suis pas particulièrement sexiste, mais c'est vrai qu'on est différent, n'est-ce pas? Il y a des exceptions, mais là, je vais faire des grosses généralités. Mais avant d'aller vers là, je voulais qu'on se laisse une petite pause pour observer 4 femmes qui ont été des pionnières dans ce monde en émergence qui était l'informatique à l'époque et qui ont eu un très grand impact. Ça a défilé vite, hein?
Donc, allons-y avec quelques recherches. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais y aller vraiment avec des conclusions qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise, mais je m'assume. Il y a des recherches qui se lancent la balle ces temps-ci. On cherche des causes, mais moi, je vais aller sur l'observation qu'on a pu faire, entre autres avec une étude de Princeton. Cette étude-là montrait qu'on observait, OK, chez les cerveaux des jeunes garçons et des jeunes filles entre 8 et 22 ans, des différences dans les connexions. Ici, on voit une image de cerveau masculin et on remarque que les connexions, les lignes bleues qui se font dans la matière blanche, sont particulièrement à l'intérieur d'un même hémisphère, alors que chez les filles, on observait que les connexions se faisaient interhémisphères, entre les deux. À quoi c'est dû? Cause biologique, biais de la société, je vous le dis, on a encore un débat là-dessus, mais on a vu ça. Qu'est-ce que ça signifie dans le quotidien? Ce qu'on observe, ce que j'observe à la maison à tous les jours et probablement la plupart d'entre vous, c'est que, pour vulgariser, les garçons sont des petits vites. Ben oui, la réaction entre l'action et la perception et l'action est très rapide. Ils sont très bons pour ramasser de l'information rapidement et réagir. Ça peut être utile, entre autres, quand on veut faire de la programmation, du codage. Les femmes, elles, c'est plate à dire, mais elles vont aller un petit peu plus loin parce qu'elles ont tendance à faire entrer le raisonnement, à prendre du recul, donc elles vont voir un petit peu plus large. Elles vont être plus lentes, mais vont aller plus loin. Et quand on dit aller plus loin, bien, ça ne veut pas dire que les garçons, ils vont pas. Ils vont plus vite, il ne faut pas oublier ça. Donc, bref, si on veut que l'éducation soit au diapason de ce numérique-là, de cette société-là qui est en mouvement déjà, parce que ça fait quand même 18 ans qu'on est au 21e siècle, n'est-ce pas? Il va falloir qu'on s'assure de revoir les méthodes et introduire le numérique. Et qu'est-ce qu'il y a dans nos écoles le plus? Des femmes. Donc, il faut que les femmes s'impliquent. Ici, je vous ai présenté quelques exemples qu'on connaît déjà d'applications du numérique qui ont peut-être nécessité, ou peut-être pas, la pensée, justement, avec du recul des femmes, l'accompagnement de personnes âgées par un robot, la prévention d'accidents de travail avec des espèces d'habits qui travaillent avec l'intelligence artificielle. Puis il y en a tout plein qu'on ne connaît pas encore parce qu'on va les découvrir. Mais pourquoi il n'y a pas assez de femmes présentement dans ce domaine-là? Bien, il y a Mme Delvillard, qui est une actuaire qui cherche beaucoup là-dessus ces temps-ci, qui amène l'hypothèse que peut-être que les filles sont plus perfectionnistes. Ce que ça veut dire, c'est qu'elles veulent maîtriser des concepts avant de se lancer. Elles voudraient tout comprendre avant de se lancer. Mais on sait que pour le numérique, ce n'est pas une question de concept, on ne sait pas ce qui s'en vient. C'est une question de compétences. Il faut développer ces compétences-là pour qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles se sentent bien là-dedans. Puis c'est notre rôle en éducation de leur faire sentir qu'elles ont leur place et qu'elles sont essentielles. Là, vous comprenez que je n'enlève pas les garçons là-dedans, mais on veut qu'il y ait plus de filles. Et pour ça, il leur faut des modèles. Des modèles à la maison, bien sûr, des modèles dans la société. Il y en a plusieurs. Je pense qu'on en a ici des beaux modèles, masculins et féminins. Mais où est-ce qu'elles passent la plupart de leur temps, ces filles-là? À l'école. Et comment l'école développe ces leaders féminins-là? C'est la question que je vous lance. Si cette question-là vous titille autant que moi, je vous invite à un événement, une première qui s'appelle Elle Lead 2018, qui va avoir lieu à l'automne. Un moment où des leaders de partout dans le milieu de l'éducation vont être réunis pour voir comment on peut développer les leaders féminins dans nos écoles. Alors, à prendre en note dans votre agenda, 5 novembre au Collège Regina Assumpta. Les inscriptions vont débuter en juin et vous allez pouvoir voir sur les réseaux sociaux déjà les informations pour aller voir de quoi il s'agit exactement. Un grand merci, Marie-André. C'est quand la date au collège? Le 5 novembre. Venez en grand nombre. Quentin, qu'on remercie vraiment. C'est moi qui vous remercie. D'être venu, d'avoir traversé l'Atlantique pour pouvoir gagner quelques heures de sommeil, qui étaient plus rares avec le nouveau-né. Ça, faut pas trop le dire. Alors, Quentin, qui a adoré la caricature de Frédéric, mais du coup, il s'est mis à stresser avec ça. C'est toujours le cas. Ça se voit pas trop. Alors, Quentin, la parole est à toi. Je vais essayer de gagner un peu de temps.
Quel honneur d'être ici. C'est difficile de passer derrière vous, chers collègues, et devant vous, chers collègues aussi. Donc moi, je vais vous parler de lutte contre la passivité numérique. Et au final, la passivité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement, là, on vient juste d'associer le terme numérique à côté. On a tous en tête l'image de l'élève un peu avachi sur sa table, qui regarde sa montre, qui regarde la montre de la classe, ou qui, toutes les 5 secondes, vous demande quelle heure il est. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que si j'amène du numérique, ça va changer quelque chose? Ben là, tout de suite, comme ça, non. Pas forcément. Ou peut-être un peu au début, mais sur le long terme, non. Le numérique, ça reste un outil. Et l'outil, il doit servir au bon moment dans l'apprentissage. Je vais prendre un exemple tout bête. Essayez d'enfoncer un clou avec un tournevis. Tout le monde voit l'image à peu près. Essayez. Maintenant, essayez d'enfoncer ce même clou avec une visseuse électrique. Est-ce que ça va marcher? Non, toujours pas. Alors, je vais vous proposer 9 clés. C'est une liste non exhaustive, mais il faut savoir que la première clé, la clé primaire, ça reste l'enseignant. Il est au cœur de tout, c'est le tremplin. C'est grâce à lui qu'une activité va prendre ou va pas prendre. On appelle ça, nous, chez nous, prendre la mayonnaise prend. Je ne sais pas si c'est le même terme ici. On ne devrait pas parler de nourriture maintenant. La première chose, c'est le défi. Alors là, c'est un super défi, un exemple extraordinaire. Pour qu'un défi soit réussi, il y a 3 conditions, à mon sens. C'est qu'il faut qu'il soit mesurable dans le temps, donc 20 secondes par diapo. Il faut qu'il soit atteignable par l'élève, je vais essayer. Et surtout, il faut qu'il soit connu de tous. Donc ça, vous connaissez mon thème. La deuxième clé, à mon avis, ça va être le détournement. Alors détourner, qu'est-ce que c'est? C'est changer l'utilisation primaire d'une application à des fins pédagogiques. Clairement, je vais vous parler de jeux vidéo parce que déjà, je suis un geek, je joue beaucoup. J'ai gagné le tournoi de FIFA de mon collège, d'ailleurs, pour info. Mais là, je vais vous parler surtout de Minecraft. On a travaillé avec des élèves de 5e, donc 12 ans à peu près, sur la symétrie centrale. Et l'objectif final, c'était de réaliser un jardin à la française. Mais d'abord, j'avais demandé qu'ils me construisent un plan. Et donc, bien sûr, on a vu les notions de symétrie centrale. Mais là, on n'a pas du tout travaillé, on a joué à Minecraft. Finalement, la troisième clé, ça va être la création. Créer pour s'impliquer. Pourquoi? Simplement parce que l'élève va devenir acteur. Donc, il va s'impliquer. Il sait qu'il va être vu. Il sait que sa publication est susceptible d'être vue, ne serait-ce que par son prof. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave, mais surtout par ses camarades, voire même, si on poste sur Internet, à plusieurs personnes. Et pour ça, il y a la vidéo. Alors, moi, j'adore la vision de la vidéo pour mes élèves. Ils me disent, mais monsieur, attendez, vous ne connaissez pas Norman ou Cyprien? Je ne sais pas s'ils sont connus ici, c'est des youtubeurs français. Ils parlent de sandwich pendant 20 minutes, ou allez, 5 minutes ou 10 minutes. Ou alors ils regardent des tutos sur Minecraft, on en parlait, savoir comment construire, et ils vont essayer, eux, de reproduire après. Alors que pour un prof, qu'est-ce que c'est une vidéo? Ben, ça va être un bon film. Alors là, j'ai mis mes films préférés. Ou alors un reportage. Donc l'idée pour moi, ça serait plutôt d'essayer de casser les codes et essayer de mixer un peu nos deux approches, d'apprendre de l'élève et que l'élève apprenne aussi du prof. Donc, ça va vite. La programmation, qu'est-ce que c'est? C'est dur, hein? La programmation, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un gros mot pour moi, hein. Le codage. Alors là, j'aime pas dire ça, hein, mais vraiment la programmation. Et si on essayait de remplacer ce mot-là par structuration? Si on essayait de structurer le raisonnement de l'élève. Et pour ça, s'il passait par une structure à l'écrit ou alors sur le numérique, voilà, un peu à la Matrix. Bon, au départ, c'était ça. Hein, quand c'est rentré dans nos programmes officiels, on a dit, oh là là, il va falloir enseigner la programmation. Je ne suis pas ingénieur, moi. C'est un petit lien avec la première présentation, on voyait Morpheus, ou la deuxième. Donc voilà, je savais qu'il y avait ça. On a tous programmé, on a tous fait une recette de cuisine. À la fin, on suit des instructions, on va obtenir un plat à la fin. Et quoi de mieux que utiliser un objet connecté? L'objet connecté, il va permettre à l'élève concrètement de visualiser en réel son idée. Aller d'un point A à un point B, envoyer le drone d'un point A à un point B, il va mettre en place le programme, le parcours, puis il va tester, il va essayer, il va voir, il va observer en direct et il va pouvoir corriger. C'est pour ça que c'est très intéressant. L'idée d'utilisation du jeu, on est déjà à la 6e clé. L'utilisation du jeu, aujourd'hui avec le numérique, on n'a pas besoin même d'être un ingénieur ou d'être un programmeur. Je sais qu'il y a des gens d'Ubisoft, désolé s'ils sont présents. Mais aujourd'hui, en utilisant des applications comme Scratch ou Tinker, voire Minecraft un petit peu, on arrive à créer du jeu. Je parle aussi des projets collaboratifs. Alors là, on voit des élèves de 6e, donc qui ont entre 10 et 11 ans,
qui sont en train de débattre autour d'un projet, autour d'une tablette, où ils vont échanger, ils vont être en désaccord. J'en ai même qui ont essayé de taper, certains qui ont essayé de se taper avec les tablettes, comme quoi le numérique, ça sert. Bref, c'est très dur. L'ouverture des murs de la classe, en clé numéro 8, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis dans un collège en campagne, très rural, et j'ai certains élèves qui n'étaient jamais allés dans une grande ville. Donc pour moi, l'utilisation du numérique, c'est aussi une clé d'ouverture. C'est très très important de casser la classe. On va exporter le cours à l'extérieur, et pour ça on va utiliser, 9e clé, les réseaux sociaux. Ils l'utilisent déjà eux, hein. Mais si nous on leur montrait que les réseaux sociaux, ça pouvait aussi servir à des fins pédagogiques. Alors on ne leur dit pas ça, bien sûr. Quel gros mot, pédagogie. Je vous invite à suivre sur Twitter les tweetés, les défis coding. Et je termine là-dessus, ça tombe bien parce que je n'avais pas prévu de dire grand-chose sur cette citation d'Aristote qui est vraiment très parlante, où il y a 2 notions clés qui ressortent, le jeu et le sérieux. Et ça résume un petit peu ma vision de la pédagogie. On peut toujours jouer en étant sérieux. Merci Aristote pour cette citation. Merci à vous. Et merci Quentin, merci d'avoir fait le déplacement. Il faut jouer pour devenir sérieux. Nous avons Chantal Rivard. Alors là, elle se dit, qu'est-ce qu'il a mis comme tweet de moi, comme image que j'ai pu dire, hein? Non, Chantal n'est pas allée à Barcelone. Alors, Chantal, elle a simplement réagi. Me voilà sketch noté, bien accordé. J'adore, merci. Alors, Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Chantal, bonne chance. Ça tombe bien que ça allait vite parce que je vais parler plus vite que Louis-José Hood peut le faire. Alors, le numérique et la créativité. Je vous présente 2 œuvres. À votre gauche, donc, une toile qui représente une photo, et à votre droite, elle n'a pas besoin de présentation. Quand je demande aux gens laquelle représente le plus la créativité, en général, les gens vont choisir celle de Léonard de Vinci. Or, les 2 sont des imitations d'une réalité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisirait plutôt celle de Léonard de Vinci plutôt que celle d'un peintre quelconque? C'est qu'on s'attarde davantage en général sur le produit, mais c'est le processus aussi qui devrait être créatif. Et il y a des éléments qui viennent aider ce processus-là et la production. Ce sont des éléments qui peuvent être intrinsèques à la personne et extrinsèques. Et on va voir comment l'école et le numérique peuvent accentuer ces éléments-là. Je suis même en avance, c'est formidable. D'abord, la créativité, est-ce que c'est une compétence? Ce n'est pas certain. Plusieurs chercheurs en neurosciences pensent que c'est d'abord un élément génétique, jusqu'à 50% serait génétique, mais il y a 3 autres éléments qui peuvent influencer, la culture, l'environnement et la volonté. Et là où l'école peut intervenir, c'est sur l'environnement et la volonté, et c'est ce qu'on va voir, comment le numérique donc peut venir jouer là-dedans. Qu'est-ce que la créativité? Il y a plusieurs définitions possibles. Celle que j'aime bien, c'est celle que vous voyez. Donc, c'est la créativité et la capacité à trouver des solutions originales aux questions que l'on se pose et de réaliser son potentiel personnel en appliquant ses talents à une réalisation concrète. Certains parleront même d'innovation du moment où on part de la créativité et on en fait quelque chose de concret. Il y a 10 traits psychologiques des êtres créatifs. Je ne les verrai pas tous, mais il y en a 5 qui peuvent plus particulièrement s'adonner avec le numérique en éducation. Donc, la capacité à imaginer des mondes alternatifs, la rapidité du traitement de l'information, la persistance, l'ouverture à l'expérience et donc à l'erreur, ainsi que la pensée divergence. Ça va super bien. Imaginez des mondes alternatifs. Pour imaginer des choses qui n'existent pas encore, faut-il avoir des connaissances et maîtriser un certain contenu. On est créatif que si on a des connaissances et des contenus en soi. Et c'est là où Internet vient ouvrir les portes de nos élèves à d'immenses bassins de connaissances et de contenus. Alors, il faut utiliser ça. Internet, le numérique, c'est une fenêtre sur le monde. L'ouverture à l'expérience. Vous avez tous vu des adolescents qui, pendant des heures, regardent YouTube en regardant des gens se planter en faisant du skateboard ou en avalant une cuillère de cannelle. Eh bien, ça, c'est l'ouverture à l'expérience et donc à l'erreur. Et donc, ça permet aux jeunes de voir que c'est dans l'erreur qu'on apprend. Ne faites pas ça, n'avalez pas une cuillère de cannelle à la maison, c'est dangereux. Ensuite, la persistance. Les êtres créatifs sont des êtres persistants. Plusieurs applications, je prends entre autres Desmos, permet aux élèves de
travailler, de réessayer, de réessayer. Pour votre plaisir, vous pourrez essayer Impossible Quiz. Vous verrez à quel niveau vous êtes rendu. Je me suis rendue à 58, mais je n'ai pas lâché, je continue de persister. Enfin, le numérique et la résolution rapide de problèmes. Je discutais avec ma collègue en mathématiques. Elle disait qu'avant, le numérique perdait beaucoup trop de temps à faire des dessins de graphiques. Et ce n'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait que les élèves travaillent sur des problèmes complexes. Alors, le numérique vient permettre, dans le fond, d'éliminer les espèces de contraintes qu'on avait sur le papier, de travailler sur les vraies choses. Donc, un élève créatif et rapide, et avec le numérique, va l'être plus. La divergence, c'est ce qui est le plus important chez les créatifs. Le numérique permet de diverger, de faire des produits divergents au niveau des produits, du processus. Fini la pensée linéaire et vive la pensée associative. On multiplie les sources, les résultats. La différenciation pédagogique, elle n'est pas que pour les élèves en difficulté, mais pour nos créatifs. Et en dehors de la boîte, vous penserez. Enfin, il y a aussi des événements extrinsèques, des aspects extrinsèques qui peuvent influencer la créativité. La diffusion, l'environnement, donner des problèmes complexes à des élèves, la collaboration, la rétroaction et la motivation sont donc des éléments qui sont extérieurs à l'élève, mais qui peuvent influencer ses traits et développer sa créativité. Comment le numérique peut influencer ça? Bien évidemment, au niveau de la diffusion, les réseaux sociaux viennent donner des vrais contextes aux élèves pour qu'ils puissent diffuser leur œuvre. Fini la présentation devant les 34 amis qui s'endorment puis qui en ont marre, rendus à la 35e. On peut partager sur des blogs, on a des vraies personnes qui viennent interagir. On peut partager nos choses sur Twitter, on peut les partager partout. Le numérique et la résolution de problèmes de complexes, vous avez peut-être tous vécu, peut-être pas la même année, mais le fameux manuel qui a été imprimé en 88, dans mon cas, et quand j'ai fini en 92, l'URSS était toujours dans mon manuel. Là, on peut enfin, grâce au numérique, ouvrir les possibilités et faire des vrais problèmes qui concernent le vrai monde parce que les élèves ont accès à des vraies données. La rétroaction, hyper importante. Pourquoi les élèves aiment autant jouer à des jeux vidéo? C'est très simple, c'est parce qu'ils savent tout de suite ce qu'ils ont fait de pas bien et ce qu'ils ont fait de bien. Et grâce au numérique, la rétroaction de l'enseignant peut être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Elle doit demeurer gentille et utile, évidemment, mais c'est la rapidité qui fait la différence dans cette rétroaction-là. Et je suis très rapide, d'ailleurs. La rétroaction a un effet sur le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, un créatif, plus il sent qu'il est efficace, plus il va être créatif et moins il va reproduire la même chose la fois d'après, mais il va aller encore plus loin. Alors, à ce moment-là, c'est là où la rétroaction, comme elle est rapide et plus efficace, bien, elle va avoir un effet sur la créativité de notre élève. Enfin, le numérique et la collaboration, ce n'est pas juste de coécrire ou de travailler sur un document commun, donc, et de coopérer. On est vraiment dans la confrontation d'idées pour augmenter la pensée divergente, mais il faut confronter nos idées avec celles de nos pairs en classe, évidemment, mais avec celles de partout dans le monde et de voir ce que les autres pensent et pas seulement ce qu'on pense ici dans notre culture. Enfin, l'école comme bâtiment, comme environnement, bien, on est rendu à cette étape où on crée des makerspaces, où on s'en va vers des classes flexibles et là où le numérique a son importance parce que ça permet, par exemple, avec une imprimante 3D ou une découpeuse laser, de créer des objets qui n'existaient pas et qui sont sortis de la tête de l'élève. Et les classes flexibles permettent une vraie place au numérique en travaillant en atelier. Enfin, je termine en disant ceci. Cotreau définit 7 niveaux d'élan créatif. On n'est pas obligé de tous penser que nos élèves vont finir comme des génies, comme Einstein, mais je pense qu'on peut faire de nos élèves des êtres plus créatifs, qui vont être des citoyens créatifs et qui vont créer des choses qui n'existent pas encore. Et je drop the mic. Wow! Quel débit quand même, hein? On a des coureurs automobiles au Canada qui ont déjà été champions du monde et je pense que Chantal les a certainement côtoyés. Ce n'est pas un verre de vin qu'il va te falloir à 18 h, Chantal, ce sera un verre d'eau. Merci beaucoup. Notre prochain conférencier, le grand Benoît Petit. Benoît, qu'est-ce qu'il a dit? En préparation pour le sommet, les idées se bousculent dans ma tête. Bien de les partager avec vous. Il a fait un sondage. J'ai bien hâte, je suivrai à distance. Malheureusement, non. Alors voilà. Merci, Benoît, d'utiliser les fonctions avancées de Twitter. Et bonne chance. Thierry. Merci Thierry. Je vais vous parler de citoyenneté à l'ère du numérique, mais avant, on va parler de citoyenneté numérique. Mais ce concept-là, pour moi, il pose problème parce que c'est comme si on avait une citoyenneté numérique et une citoyenneté, une autre citoyenneté. Mais pourtant, on est une seule et même personne. Et
Et par contre, le numérique vient influencer notre citoyenneté dans la vraie vie aussi. La citoyenneté numérique, souvent, elle est décrite comme le développement de compétences pour bien gérer les comportements, avoir des pratiques sécuritaires dans le numérique, bien protéger sa vie privée et aussi bien respecter le droit d'auteur. Toutefois, ces compétences-là qu'on développe dans la citoyenneté numérique n'ont pas été capables de prévenir le scandale de Facebook. Parce que collectivement, on est incompétent à encadrer le numérique. On ne connaît pas assez le numérique et c'est le numérique qui nous encadre présentement. Ce sont des grands joueurs de ce monde comme Facebook et autres qui régissent nos vies. Donc, ça a amené un chercheur, Normand Landry de la TELUC, à parler de citoyenneté à l'ère du numérique. Et j'aime beaucoup ce concept-là parce qu'on forme un seul et même citoyen qui vit dans une ère du numérique, peu importe que ce qu'il fait, il le fait dans le numérique ou non. On développe ses compétences citoyennes. L'ère du numérique, elle est marquée beaucoup aujourd'hui par les appareils mobiles. Les appareils mobiles qui sont même devenus des marqueurs sociaux. Selon l'appareil que l'on a, on n'a pas accès à la même qualité d'information, mais ça fait aussi partie de notre identité. On veut donc avoir le plus récent appareil pour être sûr d'avoir une belle identité. On est beaucoup aussi conditionné par les médias sociaux qui sont régis, je le disais, par des grands joueurs et qui fonctionnent avec des algorithmes qui suggèrent nos vies. Et ces algorithmes-là, on ne les maîtrise pas toujours bien, mais ce sont plusieurs environnements qui demandent plusieurs maîtrises de langage. Le numérique est aussi présent dans toutes les sphères de nos vies. Qui n'est pas allé dans un concert où on se demande si les gens regardent le spectacle ou s'ils regardent leur téléphone qui regarde le spectacle? Donc, ça fait partie des phénomènes du numérique, c'est-à-dire d'avoir des phénomènes qui sont changés dans nos vies par l'arrivée du numérique dans notre vie réelle. C'est plus une question de génération. J'entendais dans un reportage une personne d'à peu près 88 ans qui disait avant de prendre un petit verre de coke, j'y repense à 2 fois parce que ça se peut que mon pharmacien s'en rende compte. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Mais c'est aussi maîtriser toutes sortes de niveaux de langage combinés les uns avec les autres. Par exemple, on peut faire des choses extraordinaires, publier de la vidéo en temps réel, avoir des gens qui interagissent par l'écrit avec nous, à qui on répond par la voix. Tout ça maîtrisé ensemble dans un même environnement et c'est extraordinaire. Est-ce qu'on maîtrise ces médiums-là? Est-ce qu'on développe ça dans nos écoles? Ces médias sociaux-là qu'on en parlait, ça vit dans le cloud. Le cloud, on a l'impression que c'est dans le nuage, c'est loin, mais non, ce sont des machines qui sont très puissantes, qui sont interreliées entre elles par de la fibre optique privée, qui ont une puissance extrême, qui sont capables de collecter des données partout dans le monde. C'est ce qu'on appelle les mégadonnées. Donc, ces mégadonnées-là sont contrôlées par quelques grands joueurs qui sont principalement situés aux États-Unis. Et nous, comme société, comment on est capable d'encadrer ce numérique-là? Parce que le développement des algorithmes actuellement, ce sont eux qui gèrent et qui régissent son développement et non pas la société qui le fait. D'ailleurs, on a peur parfois des robots. Je parlais avec Renaud tout à l'heure, Renaud Boisjoli, et il dit « ça m'inquiète un peu de voir des robots ». Mais les robots qu'on voit là, on les voit, on est conscient. L'intelligence artificielle, dans Google, quand vous faites une recherche qui vient influencer vos recherches, et on ne s'en rend même pas compte, c'est de l'intelligence artificielle. C'est celle-ci qu'il faut connaître encore mieux. D'ailleurs, il y a des gens qui ont, ça amène des défis éthiques, il y a des gens qui se mettent à utiliser des dactylos pour retrouver un sentiment de liberté. Parce que la dactylo, elle n'est pas régie par le numérique et j'ai le sentiment d'être complètement libre avec cette technologie-là. Ces défis éthiques-là, peut-être qu'on devrait développer chez nos élèves la capacité à eux-mêmes régir et établir leurs propres règles de vie. Et peut-être trouver des solutions pour la sécurité informatique, donc les amener à être capables de trouver ces solutions-là. Peut-être aussi trouver des avenues pour la vie privée, comment eux, est-ce qu'on les prépare à ça? Mais aussi peut-être redéfinir des concepts comme le droit d'auteur, qui est, à mon avis, un concept obsolète. C'est aussi leur permettre de développer la littératie. Par exemple, ici, vous avez une littératie du HTML, qui est du code, en fait. Et apprendre, ça ne veut pas dire de faire des programmeurs, mais prendre qui sont capables de comprendre l'impact dans nos vies de ces codes qui sont là. D'ailleurs, ils sont très bons à coder actuellement. Regardez, ça, c'est du code texto.
Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce code? Eux, pas de problème. Ils le comprennent très bien, ils le maîtrisent très bien et ils l'utilisent abondamment tous les jours. C'est un code phonologique. Et ils sont capables non seulement d'en maîtriser, mais d'en inventer. Et ça, c'est extraordinaire. Cette ère du numérique nous donne cette opportunité-là. Est-ce que à l'école, on leur permet de développer toutes sortes de littératies, comme la littératie de l'image? Si je vous demande quelle émotion est représentée par ces images, êtes-vous capable de le faire? Oui, sûrement. Hein? On est capable d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Est-ce qu'on développe chez eux sa capacité à communiquer de cette façon? Finalement, est-ce qu'on a développé chez nos élèves la capacité à maîtriser le langage, la littératie du numérique pour faire en sorte que, non, ce ne soit plus les médias sociaux et les grands joueurs de ce monde qui les régissent, mais qu'eux régissent le développement des algorithmes? Peut-être que c'est le temps de changer la vapeur. Merci. Merci, Benoît. Il reste une présentation. Et après ça, c'est un cocktail, donc il va y avoir un petit vin à l'extérieur. Notre dernier présentateur, et là, je vais faire une manipulation sur mon ordinateur avant de lui laisser la parole pour que tout fonctionne bien. Ce qui est souvent le cas. On peut passer au cocktail. Hein? On pourrait passer au cocktail directement. Ce ne sera pas très long. Si Pepper me laisse, c'est parfait. Alors, c'est fait. Donc, notre prochain conférencier, c'est... Là, je suis allé trop vite, hein? Non, c'est parfait. On ne remettra pas Benoît 2 fois. Là, je me suis amusé l'autre soir à trouver des chansons pour chacun. Normand va nous parler de vérité et de mensonge avec un personnage que je suis convaincu que plusieurs élèves ne doivent même plus connaître, hein? Il faudrait presque l'introduire. Alors, Normand écrit « Je clôturais la session Pechakucha au sommet 2018, tout un défi avec d'illustres collègues. » Alors, merci Normand et bravo aux autres collègues aussi. La conquête du paradis. Bonne chance, Normand. Vérité ou mensonge, première vérité, j'ai toujours aimé passer en premier dans les présentations plutôt qu'en dernier parce que le stress augmente au fur et à mesure. Je vous présente donc une photo de moi-même à l'âge de 6 ans ou 7 ans où j'avais de la difficulté à déterminer ce qui était vrai, ce qui était faux. C'est l'époque, quand on a 6-7 ans, où on aime jouer avec son nez ou dans son nez. Bref, le nez nous intéresse beaucoup. Nos élèves, nos enfants, eux, se retrouvent dans un univers qui est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus explosé avec la quantité de médias sociaux qui existent. Comment retrouver la part de vérité à travers tous ces médias sociaux-là? Les jeunes ont-ils le temps de vérifier toutes les acceptations pour chacun des médias sociaux sur lesquels ils se retrouvent? Et là, on pense qu'on est seul sur les médias sociaux et que tout va bien, que notre vie est protégée. Or, si on regarde les dernières statistiques de ce printemps par Hotsuite, on se rend compte que près d'une personne sur deux, 43 %, on va bientôt franchir cette barrière-là, sont sur les médias sociaux. Mais qu'est-ce qui est apparu avec les médias sociaux? Un nouveau vocabulaire aussi. Un nouveau vocabulaire où on a parlé de fake news, de faits alternatifs. C'est apparu pendant une campagne électorale où ce n'est pas des mensonges, non, ce sont des faits autres. Donc, il faut s'adapter à cette évolution. Et ça a provoqué quand même des réactions. Les médias écrits ont réagi, entre autres ici Le Monde, qui parle de ce nouveau vocabulaire émergent avec lequel on ne l'a pas interpellé, mais avec lequel on doit inévitablement négocier. Donc, il y a une crise de l'information qui arrive derrière ça en raison de ce beau blond que vous reconnaissez, qui vous pointe. Bien, effectivement, il nous a pointé tout le long, mais il a pointé principalement qui? Il a pointé les médias traditionnels en disant qu'il ne faisait que de fausses informations et que lui les détenait. Donc, il s'est servi des médias sociaux, non pas pour s'appuyer sur des faits, mais sur l'affectif des individus. Je vous présente un petit moment, on peut peut-être se recueillir pour Sylvester Stallone, ça fait quand même 3 fois qu'il est mort sur les réseaux sociaux.
Il est mort une fois d'un cancer, il est mort suite d'un accident d'automobile et il est mort après un combat de boxe. La beauté de la chose, c'est qu'il a lui-même annoncé à chacune des fois qu'il était vivant. Donc, c'est rassurant. Les médias sociaux, ben, c'est aussi toutes les connectivités qui se font de façon instantanée. C'est de l'auto-représentation, mais nous réagissons rapidement aux informations que nous recevons. Je like, je relais, je redonne, je commente. Mike Zuckerberg, lui, bon, il y a eu plein d'erreurs qui sont produites sur Facebook, mais il nous a rassurés en nous disant que 90% des informations qui se retrouvaient sur Facebook étaient vraies. Mais dans la même entrevue, il disait, ouais, mais la vérité, c'est compliqué là, à identifier. Oups, il y a peut-être un jugement ici qu'il faut voir. Il y a eu des belles réactions. J'ai parlé des médias traditionnels qui ont réagi. New York Times, lors de la campagne aux États-Unis présidentielle, a décidé de s'afficher clairement en faveur de la vérité. En dedans d'1 mois, ce qu'ils ont réussi à faire en luttant contre ces fausses nouvelles-là, c'est d'aller chercher 40 000 nouveaux abonnés en 1 mois. Mais malgré tout, les gens continuent à croire que les faits, même s'ils sont faux, qu'ils sont vrais. Pourquoi? Parce que c'est rassurant de savoir que nous sommes 50, 100, 2000, 3000 à partager la même information. Et qu'en plus, il y a du feedback sur ces informations-là. Ce fameux feedback qui vient des médias sociaux, d'où vient-il par contre? Il vient de gens qui me ressemblent. Ils viennent de gens de ma communauté. En éducation, on dit c'est merveilleux le feedback. Chantal en a parlé. C'est bon pour les élèves, puis il faut le donner rapidement. Mais nos natifs du numérique sont peut-être nés avec toute cette technologie-là au bout des doigts. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont capables d'exercer une pensée critique. Ils sont habiles, nos élèves, quand ils arrivent à l'école. Sont-ils habiles pour autant à exercer ce jugement-là pour départager? Non, on a un rôle important à développer. Et l'école, là, je ne sais plus comment l'appeler, là, un citoyen numérique ou un citoyen du 21e siècle avec des compétences numériques, on prendra une bière, Benoît, pour en parler après, mais l'école a un devoir. Et ce n'est pas juste l'école qui a un devoir pour former ces jeunes-là, c'est la profession enseignante. Ça fait des années qu'on entend dire comme quoi les enseignants doivent changer de posture. Êtes-vous tanné de vous le faire dire? OK, pas obligé de répondre. Vous avez tous changé de posture? Parfait, c'est bon. Donc, oui, on n'est plus le transmetteur de connaissances, mais on doit développer justement toutes ces compétences du siècle, Marie-Claude, okay? Et non pas du 21e. Il faut questionner nos gestes. Il faut questionner, amener nos élèves à questionner leur attitude aussi sur les médias sociaux. Quand je dis j'aime, quand je like, quand je relais à qui? J'aime à qui? J'adore, j'ai eu la chance de rencontrer la professeure Benjamin qui dit qu'il faut hacker les systèmes et montrer à nos élèves à hacker le système. Comment faire pour hacker le système? C'est par l'apprentissage du code. Certains sont rébarbatifs au code, mais le code, ça va être l'avenir pour être en mesure de ne pas se faire imposer les vérités par les autres, mais être en mesure de les questionner. Je tiens à rétablir les faits. C'est pas vrai que c'est une photo de moi-même ici. C'est Pinocchio pour les plus jeunes. Puis Pinocchio, quand il mentait, son nez allongeait. Je vous souhaite de vous partager pour le restant du sommet, chacun, de bonnes vérités pédagogiques. Merci beaucoup. Un grand merci, Normand. Écoutez, ça tire à sa fin, mais il y a encore des petites choses. On a un partenaire du sommet qui va prendre la parole pour dire quelques mots. Alors, je vais céder la parole à ce partenaire, mais juste avant, je voulais d'abord remercier une chaude main d'applaudissements pour tous nos conférenciers. Normand, Benoît, Chantal, Quentin, Marie-André. Merci à vous tous, Marie-Claude, Jacques, Pierre. Un grand merci. Ils ont travaillé fort, même si c'était juste pour quelques secondes. Et vraiment, ils ont fait un travail spectaculaire. Nao, il vous aurait chanté une chanson en japonais, mais là, je sais que vous avez tous très faim.
On va passer par-dessus et je vais céder la parole à un de nos partenaires EdTech. Hein? Je mets la vidéo d'abord? Bon, on me dit de mettre la vidéo d'abord. Alors, c'est une vidéo qui dure plus que 20 secondes. Salut Simon! Salut. Allô tout le monde! Salut. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'on fait là exactement? Ben, on en a parlé Simon! On est là parce qu'on voulait tourner une petite vidéo sur EdTech. Qu'est-ce que ça veut dire EdTech, Oui, Simon? parce que EdTech, c'est l'entité de découverte des tortues. Des tortues en cage. C'est les entreprises dans le développement des technologies éducatives au Québec. Celui-là. Si c'est une association, ça veut dire qu'il y a un bon nombre d'entreprises en technologie éducative? Juste au Québec, là, il y a environ un peu plus que 250 entreprises dans les technologies éducatives, juste au Québec. L'enjeu, c'est que les élèves et les enseignants au Québec aient accès aux ressources que ces entreprises-là développent. Un autre enjeu, ce serait celui de s'assurer que ces ressources-là sont bel et bien intégrées en contexte de classe. Je ne veux pas te couper, là, mais qu'est-ce que tu veux dire par bien intégré? Ben, il faut que ces ressources-là ils viennent vraiment supporter l'enseignant et l'élève dans leur quotidien. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir parler d'améliorer la réussite scolaire de nos élèves. Si je comprends bien, ça veut dire qu'un jour, on va peut-être devenir les Finlandais de la technologie éducative. C'est ça. Pour y arriver, la contribution de chaque acteur du milieu éducatif est fondamentale. En gros, EdTech, c'est une belle gang d'allumés qui ont à cœur le développement de la technologie éducative pour nous, ici. C'est en plein ça, Simon. Puis les gens qui nous regardent, là, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour en savoir plus? Ben, c'est très simple, il suffit d'aller sur edtech.ca. H-E-T. Oh, il n'y a pas d'H. Non, c'est vrai, il n'y a pas de A parce que c'est comme ed, comme H-E-A. Non, c'est edtech.ca. Non, mais c'est sûr que parce que ça prend une tête. Non, comme ed. Une dernière petite chose, au nom de l'association EdTech au grand complet, on tient à vous souhaiter un excellent sommet. Merci beaucoup. On vous rejoint là. Salut. Merci à nos partenaires. Scannez le code QR qu'il y a là-dessus et vous pourriez courir la chance de gagner votre inscription au Sommet du numérique 2019 qui va être offerte par l'association EdTech. Donc, c'est tout. Je pense que c'est le temps de vous souhaiter un bon cocktail. Merci à tout le monde. Un excellent cocktail et à demain matin, 8h30, on aura Sébastien Proulx qui va être là. Merci.